Bonjour Monsieur Sosten. Bonjour Tania. Oui, donc le carton rouge vient de tenir sa première conférence débat à l'Université de Montréal. Donc quel était votre objectif et est-ce qu'il a été atteint? Écoutez, madame, nous pensons que les objectifs ont été atteints parce que notre objectif premier, c'était de réveiller les consciences des Congolais de la diaspora et ceux du Congo-Brazzaville, donc ceux-là qui sont au pays, de leur sensibiliser aux mots aujourd'hui qui riment notre pays. Et donc notre objectif premier, c'était celui-là, de réveiller la conscience des Congolais. Mais aussi de dire au pouvoir en place que nous, les Congolais de la diaspora, nous vous avons à l'œil. Nous ne sommes pas en sommeil, que nous ne croisons pas les bras, nous travaillons d'arrache-pied pour que vous sachiez que nous sommes et que nous existons. Donc c'est pour, en gros, interpeller le pouvoir de Brazzaville, le pouvoir du Congo-Brazzaville, mais aussi de réveiller la conscience, la prise de conscience de tous les citoyens congolais. D'accord, merci Monsieur Sosten. Vous avez parlé de la modification de la Constitution au Congo. Qu'en est-il donc à l'heure où on parle donc, de la manœuvre justement de la modification de cette Constitution? Mais le pouvoir en place au Congo-Brazzaville, le PCT, est aujourd'hui en train de manœuvrer. Nous pensons que le problème de la Constitution ne devrait pas se poser au Congo-Brazzaville. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un peuple de 4 millions de Congolais qui sont pris en otage. C'est carrément du terroriste présidentiel que nous sommes en train de vivre au niveau du Congo-Brazzaville. Je répète, c'est du terrorisme présidentiel que nous sommes en train de vivre au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a des pétitions aujourd'hui qui sont en train d'être signées par les Congolais à Brazzaville et à Point-Nord. On leur fait signer par force une pétition qu'ils doivent dire oui à la modification de la Constitution. Donc nous sommes au courant de toutes ces manœuvres, nous disons stop, vous avez un carton rouge, il n'y a pas de problème de Constitution, mais plutôt nous devrions aller aux élections, nous devrions réorganiser la CONEL doit être réorganisée, nous devrions aller aux élections sans Sassou Nguesso et après ces élections, nous devrons mettre en place ce que nous appelons un dialogue. Les Congolais devrions s'asseoir après Sassou Nguesso pour remettre tout à plat, pour réformer l'armée congolaise, pour réformer l'éducation, pour emmener des réformes dans toutes les institutions du Congo-Brazzaville. Merci Monsieur Sosten. Là, c'est la deuxième fois que Congo Mikili vient vous visiter. Et donc, c'est le temps qu'on vous pose quand même la question. C'est quels sont vos projets futurs et c'est quand qu'on va se revoir aussi pour la prochaine fois? Mais nous avions commencé à faire cette démarche, madame, dans les universités ici au Canada, aux États-Unis éventuellement. Nous sommes en train de passer de conférence en conférence dans chaque salle de l'université pour sensibiliser les étudiants, pour sensibiliser l'opinion canadienne, américaine de ce qui se passe dans le pays. Nos projets futurs, c'est nous devrons maintenant nous attaquer au monde des affaires, à ceux-là qui financent le Congo, à ceux-là qui sont les partenaires du Congo-Brazzaville. Nous allons nous attaquer à eux. Donc notre prochaine conférence, nous allons nous affaire avec le monde des affaires. Donc, le monde des affaires va être assis, nous allons être là pour parler à ceux-là qui financent le Congo-Brazzaville, à ces partenaires-là. Et je pense que d'ici avril, nous avons une première conférence avec le monde des affaires canado-américain. Aujourd'hui, on a été convié par M. Sosten Samba pour assister à une conférence sur la thématique de la problématique de l'alternance politique. Moi, j'ai justement apporté une petite contribution sur la problématique de la non-concrétisation de l'alternance politique en Afrique. C'était un sujet assez global qui avait pour but, n'est-ce pas, d'éveiller les consciences sur cette difficulté-là dans laquelle se trouve l'entièreté du continent africain. Et on espère que les points qu'on a eu à soulever ont peut-être édifié les personnes qui nous ont écoutés ou peut-être dans l'avenir qui auront à nous écouter. Mais quel est le résumé de votre intervention de cet après-midi? Dans le fond, le résumé de mon intervention consistait à faire un balayage global de la situation de l'alternance politique dans la plupart des pays africains, par région, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique australe, au niveau du Maghreb aussi, de l'Afrique du Nord. Et on s'est rendu compte que en gros, c'est les mêmes mots qui existent. L'alternance politique, elle est vraiment limitée.
Et on n'a pas que fait de présenter les causes de cette non-concrétisation de l'alternance. On a également essayé d'apporter un certain nombre de solutions pour que le pouvoir puisse se transmettre de façon beaucoup plus démocratique aujourd'hui. Dans le fond, en gros, c'est comme ça. En parlant de solutions, certains de vos collègues ont parlé des décideurs. Je repose encore ma question. Est-ce que la solution serait de négocier avec ces décideurs ou de confronter les dictateurs africains? Quand vous parlez des décideurs, vous parlez des décideurs étrangers, occidentaux? Les décideurs étrangers, les multinationales, les États-Unis, la France et tout. En fait, dans cette situation-là, c'est aussi bien les décideurs des organismes internationaux ou des multinationales que nos propres dirigeants qui sont en faute. Il y a comme une petite hypocrisie qui se joue, dans ce sens que les multinationales ne dénoncent que timidement ce qui se fait comme malversation au niveau de l'Afrique. Nous, nos dirigeants, on le sait, sont corrompus. Mais maintenant, je pense que les personnes qui sont portées par le bon sens devraient voir dans quelle mesure elles peuvent créer une charte qui fasse à ce que ces structures-là, internationales, avant de venir investir chez nous en Afrique, puissent se conformer à ces chartes-là, qui stipulent que les choses se feront dans la clarté, et pour leur bénéfice à eux, mais également pour les bénéfices des populations locales. Ça doit être un pacte gagnant-gagnant qui ne profite pas uniquement aux organisations internationales, mais aussi aux populations africaines. Parce que si on essaie de voir dans le fond ce qui se passe, c'est que la société africaine, elle est délaissée, tandis que l'essentiel des ressources financières sont accaparées entre les mains de ces dictateurs-là. Mais comment les populations africaines pourront décider eux-mêmes de leur futur au lieu que ce soit la France, les États-Unis, l'Union européenne qui placent des dictateurs et les soutiennent pendant des années? Écoutez, il y a eu des dictatures. Je prends le cas de la Roumanie, il y avait M. Ceausescu. C'est une dictature qui a sévi pendant longtemps, mais c'est une dictature qui a fini par tomber. Et je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, il y a des moyens, il y a des leviers qui existent. Il y a des leviers même peu ordinaires qui existent. On doit utiliser tout ce dont on dispose, même des leviers au niveau d'Internet, les réseaux sociaux et tout, pour faire passer un message. Toutes les révolutions se sont construites dans le sang, si je puis dire. Il y a eu la Révolution française de 1789, de 1848. Tout s'est fait par un bouclier et par une épée. Donc, ce n'est pas en restant tranquillement chez nous, au chaud, sans être mobilisés que nous allons faire avancer les choses. Il faut que nous puissions nous battre et ce n'est que de cette façon-là qu'on va pouvoir faire bouger ces personnes qui pensent être assis sur des sièges inamovibles. Merci. De rien, merci. Écoutez, pendant cette conférence, j'ai eu à présenter un poster résumant la situation démocratique en fait en Afrique. Donc j'ai eu donc à démontrer pourquoi on devait avoir de l'alternance politique aujourd'hui. Donc notamment j'ai parlé de la situation économique, les conditions des routes, les hôpitaux, les écoles. Et c'est une façon de réveiller la conscience des gens et aussi demander à la jeunesse africaine de prendre conscience de ce qui se passe actuellement. Voilà. Ok, on sait que les changements en Chine se sont opérés aussi par la technologie, mais jusqu'aujourd'hui les Africains ne sont pas aptes à exploiter, à utiliser, à transformer leurs matières premières. En tant qu'ingénieur, comment est-ce que l'Afrique pourrait s'inspirer de l'Asie et amorcer son développement économique et technologique? Bon, déjà du point de vue énergétique, il y a un grand problème au niveau de l'Afrique. J'ai donc eu à présenter une solution. Premièrement, il faut d'abord qu'on se rende compte des multinationales qui arrivent en Afrique. Si une multinationale arrive en Afrique, négocier un contrat, moi je penserais que quand le contrat se négocie directement avec le pays, il y a trop de corruption qui sont à l'intérieur. Donc j'ai suggéré qu'il y ait une commission mine et énergie au niveau de l'Union africaine. Et cette commission ne va pas seulement être formée des politiciens, mais ça fera former des scientifiques, les gens de la société civile qui seront là pour débattre des conditions de ces populations. Et à l'issue de tout ce mouvement-là, il y a aussi un problème de formation. Parce que l'Afrique a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui ont la compétence qui peut arriver à relever l'industrie minière en Afrique. Il faut qu'il y ait la formation. Donc toute multinationale qui doit arriver doit d'abord privilégier tous ceux qui sont nationaux à ce pays et après
donner de la formation à ces gens-là. Et moi, je pense que ces gens-là auront la possibilité à développer leurs économies et aussi leur technologie. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Okay. La technologie ne veut pas dire seulement économie, ça veut dire aussi armée et armement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui parviennent à fabriquer des armes, malgré qu'il y a des guerres partout en Afrique. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, moi, je vais d'abord parler de... Ça c'est d'abord un problème éducatif. Si vous voyez aujourd'hui les conditions universitaires en Afrique, l'université, c'est un environnement où sortent toutes les matières grises. Si les universités n'ont pas une formation consistante, notamment on essaie de voir les laboratoires, ça serait difficile pour ces jeunes-là de pouvoir développer quelque chose. Il faut commencer tout d'abord par construire des universités consistantes, créer des laboratoires et des conditions de travail. Parce que sans ces conditions-là, ça serait difficile de pouvoir créer, de pouvoir faire de l'innovation. C'est un peu ça, voilà. C'est ce que j'avais à dire. Okay, merci. Ben, merci. Je suis un ingénieur. D'aucuns diraient que pourquoi un ingénieur vient faire qu'est-ce qu'un ingénieur vient faire dans la politique? Ben, je tiens seulement à rappeler les principes d'ingénieur. Un ingénieur, il construit sur quelque chose qui est durable. Un ingénieur construit sur quelque chose qui ne va pas entraîner la destruction de la population ou à une catastrophe. Un ingénieur, il construit sur une fondation solide. Et je voulais faire cette translation à la politique, que ceux qui se décident aujourd'hui, et que la politique de demain soit une politique basée sur un développement durable, pour construire et pour développer. Merci. Mon sujet porterait également sur le problème de la non-concrétisation de l'alternance politique en Afrique, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un problème général qui ne touche pas uniquement le Congo, mais c'est toutes les régions d'Afrique dans leur entièreté qui souffrent de ce que je qualifierais de pathologie, parce que c'est une véritable pathologie pour de nombreux dirigeants africains qui sont au pouvoir depuis près d'une décennie. Ils s'y accrochent obstinément, ils oublient et ils font fi des besoins et des demandes en fait, de la société civile, des sociétés civiles africaines, de la jeunesse africaine, qui devrait être le fer de lance en fait, de notre démocratie. Ils n'écoutent rien, ils sont là pour des intérêts officieux et égoïstes en fait. On a l'impression qu'une fois que les pays africains accèdent à l'indépendance dans les années 60, ils vont comme utiliser, ils vont se baser sur ce qu'ils ont appris de la colonisation. Donc la dictature commence à ce moment-là. Donc la centralisation du pouvoir est donc inspirée, à mon avis, de la colonisation. Les tout premiers dirigeants africains, peu outillés, il faut le préciser, pour assumer leurs fonctions, s'inspirent beaucoup du système colonial pour asseoir durablement leur autorité. Ils dirigent leur pays d'une main de fer, sans partage, sans possibilité d'alternance aucune. Mes chers compatriotes, Congolais et Congolaises, distingués invités, mesdames et messieurs les conférenciers, à tous nos partenaires canadiens, américains présents ici dans la salle, monsieur le député, bonjour. Il m'est gré aujourd'hui pour vous faire une autopsie de la réalité que vivent de nombreux Africains, et plus particulièrement les Congolais. Nous avions tout à l'heure suivi l'illustration avec le pancarte que nous a présenté Bernard Apangui, que je vais d'ailleurs tout à l'heure demander encore qu'on nous montre cette pancarte. En effet, le Congo est très abîmé et très malade. Reconnaître cela serait une grandeur d'esprit. Et cela serait un acte de courage et d'amour de la part des vrais patriotes, aimant ce pays et le peuple. L'homme n'est ni esclave, ni de sa race, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni la direction des chaînes des montagnes. Une grande agrégation d'hommes sains d'esprit et chauds du cœur crée une conscience morale qui s'appelle une nation. Donc cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de l'individu au profit d'une communauté, elle est dite légitime. Mes chers compatriotes, distingués invités, si le Congo est une démocratie, une nation, un état de droit et une bonne gouvernance qui a instauré la paix et ont des institutions démocratiques qui servent le peuple congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest dans l'égalité des chances, nous serions d'accord pour l'organisation des élections, par exemple, en 2016. Parce que mes prédécesseurs, tout à l'heure, ont parlé de l'alternance en Afrique, l'alternance en RDC, l'alternance au Gabon, l'alternance au Cameroun, ainsi dans notre pays, le Congo. Comme cela n'est pas le cas,
Nous demandons donc aux dirigeants africains, aux dirigeants du Congo-Brazzaville, aux partis qui dirigent ce pays, c'est-à-dire le PCT, et le système de sa constitution qu'ils ont mise en place, les constitutions qui ont été taillées sur mesure, comme a dit M. Bertrand Onana, ces présidents mettent en place un système héréditaire. Nous l'avions tout récemment suivi avec ce qui s'est passé au Togo, au Gabon, avec Ali Ben Bongo. Mais nous disons non, parce que le pouvoir n'est pas héréditaire. Quand on parle des pays démocratiques, le pouvoir doit s'acquérir par la légitimité des votes. Nous devions aller aux urnes pour qu'un président soit élu démocratiquement. C'est l'alternance qui est à l'origine des progrès. C'est l'alternance qui est à l'origine du développement. Alors sans alternance, c'est une stagnation qui naît. Sans alternance, on est figé. Chers militants et militantes, mes chers compatriotes, messieurs les députés, messieurs les présidents des partis et associations, distingués invités, nous vous disons courage. La seule bataille perdue d'avance est celle qu'on refuse de livrer. N'ayons pas peur de l'ampleur du défi, n'ayons pas peur de la tâche qui nous incombe. Rien ne doit pouvoir contrarier notre détermination commune. Indignons-nous, engageons-nous pour sauver notre Afrique, pour sauver notre mère patrie qui est le Congo. Retrouvons le chemin de l'exemplarité et de la politique de ces lettres de noblesse. Que vive l'Afrique, que vive le Congo, que vive l'amitié Congo-Canada et Québec, que vive l'amitié américaine. Je vous remercie. Le discours qu'on a fait ici aujourd'hui était fabuleux. J'ai trouvé ça plutôt aspirant et j'espère que les Congolais pourront bientôt trouver un environnement stable, sécuritaire et surtout une ambiance amicale. Et j'espère aussi que le système que nous y a actuellement sera plus solide pour les prochains mois à venir. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché? Ce qui m'a touché le plus, c'était l'aspiration que les 4 personnes devant ont pu dégager et répondre à une facilité aux questions. Et j'ai trouvé cela plutôt bien. Et vraiment, on peut dire qu'il y a du concret là-dedans. Et on voit que c'était du vrai ce qu'ils disent. Et selon moi, je trouve que c'était ce que je trouvais le plus beau là-dedans. Moi, je voulais absolument rencontrer les Congolais qui sont vraiment ici et qui viennent de Brazzaville parce que je travaille là-bas. J'y suis allée à 2 reprises et on est prêt à installer des choses qui ne sont pas existantes présentement là-bas. Et le discours qui s'est tenu aujourd'hui au niveau de l'eau potable et de l'électricité, pour moi, ça m'atteint beaucoup. Alors, il fallait vraiment que j'aie contact avec la population de là-bas à partir d'ici pour pouvoir changer les choses et apporter un mieux-être ou une façon de travailler qui soit un petit peu plus agréable pour les gens de là-bas. Okay, vous vivez dans une société qui a vaincu tous les défis de l'Afrique il y a des siècles. Quel conseil avez-vous à donner à ces populations africaines qui souffrent encore pour la liberté d'expression ou pour l'eau potable et l'électricité? Moi, je trouve, bon, j'ai ouvert l'organisme « Je partage ma culture ». Alors, la culture, ça doit être partagé, non pas juste par ethnie dans un même pays, comme ici. On a eu à se battre avec les Anglais, on a eu à se battre avec les immigrants, on a eu à se battre tout ça, mais de faire un consensus pour que tout le monde se donne la main et puisse avancer et ouvrir les horizons pour les jeunes qui vont donner un avenir meilleur au Congo-Brazzaville. Mais qu'est-ce que vous avez retenu d'important dans cette conférence? Qu'on doit se donner la main, qu'on doit travailler ensemble et qu'on doit préparer à partir d'ici les meilleures choses là-bas. Bonjour, M. Samba. En tout cas, on a une question qu'on a posée par rapport à ndenge na yoka kibolobi na kati. Question est simple. Et ça pour la question ya Jacques Chirac. Ndenge bolobi que Jacques Chirac a aidé qui président Denis Sassou Nguesso na pouvoir pour azonga na pouvoir. Vraiment. Question est simple, Jacques Chirac, pouvoir na esili, azana mboka na ye avant d'être tranquille. Sikoyo, Denis Sassou Nguesso a un pouvoir sikoyo na Brazzaville.
ntango manda na ye kosila akokende wapi po Jacques Chirac abongisa mboka na ye manda na ye sili avandi pa na ye bo Denis Sassou Nguesso soki pe abongisaki na mboka na ye ntango manda ne kosila akovanda na mboka ne aza calme nalingi natuna soki manda na ye sili akokende wapi. Sassou Nguesso aujourd'hui c'est qu'il pense que ceux qui ont le pouvoir ba Congolais ba kobomaye ba Congolais ba kobomaye na tina nini ba Congolais ba kobomaye ceux qui ont le pouvoir na isili OK constitution ils ont permettre les sociétés à la président Yamboka à Bangate ce que ça qui m'a bien ba Congolais à Bangate à Ozalana wana et d'ailleurs nous allons créer des conditions possibles pour que ye azala na mboka na ye po aza mwana mboka aza Congolais et bisope lobby tokozala na posa na ye tokozwa ba conseil pa na ye tata yo moto commande mboko yo mibu ebele yo omoni ndenge nini awa tokosala ndenge nini boy tokosala ngo ndenge nini donc tata Denis Sassou Nguesso abangate en 2016 ye bo continuer aussi là akenda biso tokozala toujours na posa na ye mais akozala peka na mboka wana faut pas akima to mona kango na États-Unis ba président les anciens présidents américains bazana ni wana et il y a même une journée où tous ces anciens présidents là basangana les choses bakutani biso pe tolingi sala mabongo na Congo donc tata mokonzi Denis Sassou Nguesso ko bangate.